Vous savez, le président Léon Mbar a été le père de l'indépendance. Et 50 ans après sa mort, les archives doivent s'ouvrir. Et surtout, c'est le moment de se souvenir de ce qu'il a été, de ce qu'aura été sa vie, de ce qu'il a apporté au Gabon. Et c'est ainsi que le président Ali Bongo a décidé de faire en sorte que ces moments commémoratifs se déroulent à Paris, parce que le président Léon Mbar y a terminé sa vie. Et il a vécu peut-être les moments les plus difficiles, mais il a été bien entouré. Il aimait beaucoup la France et les Français. Il invitait souvent les Français à venir s'investir au Gabon. Et les invitait à faire en sorte que le Gabon ne soit pas une colonie d'exploitation, mais une colonie d'expansion, c'est-à-dire un pays où les gens vont y vivre, vont s'investir durablement. Parce qu'il voulait que les Gabonais vivent au même rythme et au même niveau, et le même niveau de vie que les Français. C'est intéressant pour nous de se souvenir de ce qu'aura été sa pensée forte, Gabon d'abord, non pas pour tourner le dos aux autres, non pas pour que le Gabon se referme sur lui-même, mais pour demander aux Gabonais que le Gabon se construira avec les Gabonais d'abord, Gabonais d'origine comme ceux d'adoption. Et qu'il fallait faire des efforts pour transformer les potentialités que nous avons. C'est pourquoi cet homme est un modèle et qui mérite que les jeunes puissent le connaître. Et c'est à l'occasion de ces commémorations que nous pouvons, nous, qui avons été qui l'avons quasiment pas connu, que maintenant que nous sommes en responsabilité, nous avons le devoir de nous souvenir de lui, de nous servir de ce qu'il aura, de sa pensée, pour conforter les actions que nous devons mener en direction du peuple gabonais. Justement, en tant que vice-président, pour vous, quelle est la partie marquante de son héritage? C'est cette volonté imprimée d'être rassembleur. Parce que vous voyez, c'est un homme qui n'était peut-être pas aimé des siens, mais qui était aimé de toutes les autres ethnies, de toutes les ethnies du Gabon, et qui allait partout, qui n'hésitait pas à aller souvent à l'intérieur du pays. Moi, quand j'étais tout jeune, à l'école primaire, je l'ai vu plusieurs fois venir dans ma localité. Et vous connaissez les chemins difficiles à cette époque-là, tout simplement parce qu'il voulait rassembler son peuple. Il voulait, par l'exemple d'abnégation, faire en sorte que les Gabonais se mettent au travail. Et aujourd'hui, au moment de fêter ses 50 ans, nous voudrions nous rappeler qu'il a une grande pensée, Gabon d'abord, parce que c'était aussi un cri de révolte. Le Gabon était un pays qui était considéré comme une vache à lait, et il voulait quand même que les énormes potentialités de ce pays puissent aussi servir aux Gabonais, mais en même temps inviter les Français à venir s'investir durablement dans ce pays, où il y a toujours un lien entre les anciens et les nouveaux. Il y a un lien au niveau de l'actualité, au moment où il faut serrer les rangs. Vous savez, beaucoup d'Africains, en général, et des Gabonais en particulier, vivant
en France estiment qu'ils sont à l'aise dans un pays fait par d'autres, dans un pays libre. Mais il faut conquérir la liberté en allant s'investir chez soi, malgré les difficultés. Nos pays sont des pays qui sont encore à défricher. Tout est à faire. Rester ici alors que tout est à faire là-bas, se faire appeler diaspora alors qu'on gagnerait à aller se battre pour développer le pays. Il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que les fonctions politiques. Il y a beaucoup de potentialités. Vous voyez les Japonais, vous voyez les Chinois, quand ils viennent ici avec leurs petits appareils pour filmer, copier et aller réinvestir chez eux, aller essayer de reconstruire la même chose, les Africains devraient aussi le faire et nous amener à comprendre qu'ils ont engrangé une expérience qu'ils vont transférer chez nous. C'est ce que nous attendons des Gabonaises et des Gabonais et même des Africains qui viennent s'investir au Gabon parce que le Gabon est ouvert à tout le monde. Et c'est pour cette raison que cet homme, Léomba, aura été un exemple. Et c'est cet exemple que nous voudrions suivre. Surtout privilégier chez soi, savoir que personne d'autre ne viendra développer nos pays si nous ne le faisons pas nous-mêmes. C'est la grande leçon que nous devons tirer de ce grand homme qu'aura été le père de l'indépendance, le président Léomba. Monsieur le Président, le vice-président, pardon, comme vous dites si bien, il faut qu'on retourne, mais comment feriez-vous, quel est votre acte à poser pour mettre en œuvre le Gabon d'abord, qu'on a si cher du feu président Léomba et dont vous venez de nous donner toute une panoplie d'explications et puis surtout nous inciter à aller. Comment feriez-vous concrètement pour mettre ça en œuvre? Mais vous savez que c'est le président Kennedy qui disait, je cite de mémoire, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours l'État qui fasse pour nous, mais ce que chacun de nous devrait faire pour son pays. Par-delà les fonctions politiques que j'ai, moi je suis un féru de l'agriculture et de l'élevage. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Nous avons des terres immenses qui nécessitent qu'on s'en approprie. Et les Gabonais sont là à se demander qu'est-ce qu'il y a à faire. Non, il n'y a qu'à prendre son courage à deux mains et de faire comme d'autres pour s'arroger, s'accaparer de potentialités qui existent et apporter sa contribution au développement du pays. Personne ne doit indiquer à l'autre ce qu'il a à faire pour son pays. Chacun de nous doit faire ce qu'il a à faire pour apporter sa contribution au développement de notre pays. On a besoin de tout le monde. C'est moi qui vous remercie. Ça dépend de votre... Vous êtes invité, vous allez sûrement prendre la parole. Est-ce qu'on peut savoir un peu en substance quel est le message que vous êtes venu livrer ici concrètement? Alors si j'étais invité à ce colloque, c'est pas exactement pour la thématique, je dirais, de l'art gabonais, mais il se trouve que d'une certaine façon, si je me suis intéressé à l'art du Gabon, j'ai travaillé au Gabon depuis 1965, c'est à cause du président Léomba. Et comme je vais l'expliquer cet après-midi, ou tout à l'heure, c'est que dès avant l'indépendance, le président Léomba s'était intéressé à la culture. C'était lui-même quelqu'un très versé là-dedans, donc un bouitiste comme on l'a dit tout à l'heure. Et il avait demandé à ce que des chercheurs et des recherches puissent se faire sur les cultures du Gabon. Et moi, à l'époque, je finissais mes études au Musée de l'Homme et je me suis trouvé affecté au Gabon, donc j'avais 23 ans, justement à l'initiative, finalement, du président Léomba qui demandait des personnes pour venir travailler au Gabon, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour vous, c'est aujourd'hui opportun... Qu'est-ce que vous retenez de ce J'y retiens une grande chance parce que je suis arrivé dans un pays où j'ai pu travailler en toute liberté dans l'ensemble des régions du Gabon, notamment d'abord dans le nord où j'ai pu faire ma thèse sur la statue Erfang
donc qui était à la fois connu, comme on le disait tout à l'heure, comme un art primitif et qui s'est avéré être un art avec une stylistique tout à fait compliquée et tout à fait élaborée et qui est apparu justement au fil des recherches que j'ai pu mener. Et puis après, j'ai pu travailler dans l'ensemble des régions du Gabon où nous avons installé le musée des arts et traditions en 1967, juste au moment où le président Léomba est parti. Et comment vous jugez un peu, 50 ans après, comment vous jugez un peu de l'opportunité d'une telle cérémonie aujourd'hui? Je pense que dans un pays, il est tout à fait important de se souvenir de ce qui s'est passé dans les décennies précédentes. Parce qu'on a une espèce d'injonction de l'urgence, du futur, mais il faut voir ce qui a été fait. Par exemple, si vous prenez l'action du président Léomba dans ces années-là, ça aboutit non seulement à ce qu'on s'intéresse aux arts et aux cultures du Gabon, à ce que se crée un musée national, à ce qu'il y ait une idée finalement du passé culturel du Gabon qui puisse devenir, je dirais, perceptible par les jeunes générations. Okay, merci bien. Merci. D'accord. Effectivement, j'étais venu en tant qu'historien de la raison d'État et de ses fondements intellectuels afin de dresser un peu la situation du parallélisme qu'on peut proposer entre la naissance de la raison d'État en tant que pensée étatique moderne et ce que l'on peut retrouver de ces éléments dans la constitution des États post-coloniaux et notamment dans la naissance de l'État indépendant gabonais sous la figure de Léomba. Retenir concrètement de tout le message que vous avez livré? Eh bien, on peut en retenir notamment que le discours qui a été proposé le soir de l'indépendance en 1960 par André Malraux notamment, qui introduisait la déclaration d'indépendance de Léomba, illustre parfaitement cette question de l'État comme priorité des États nouvellement indépendants et notamment du Gabon nouvellement indépendant sous la figure de Léomba. Cette question-là peut être éclairée par le regard de l'historien et de l'historien notamment des fondements intellectuels de l'État. Et comment vous jugez un peu de l'opportunité d'une telle manifestation aujourd'hui? Alors cet hommage est justement une remarquable façon de comprendre comment rendre hommage à une personnalité historique constitue aussi une opportunité pour éclairer non seulement cette figure, mais aussi ce qu'elle représente, ce qu'elle a apporté à une société, et pour permettre à une société, quelques décennies plus tard, de repenser sa façon de se positionner par rapport à cette figure, car c'est le propre des figures historiques, justement, que d'appeler chaque société qui lui succède à se positionner nouvellement face à elle. D'accord. En tant que petit-fils de Léomba, aujourd'hui, votre grand-père a célébré, c'est un hommage pour ses 50 ans. Qu'est-ce que ça vous fait tout ça? Avant tout, ça m'émeut. Et il y a une certaine fierté car nous célébrons quand même la figure du Gabon aujourd'hui. Donc forcément, c'est intéressant dans l'histoire, pour tout le monde et pour moi-même avant tout, et ainsi que pour l'histoire de mon pays, tout simplement. Ça peut être, ce n'est que de l'émotion, tout simplement, et beaucoup de fierté. Et derrière, qu'est-ce que ça dégage comme message concrètement à l'endroit de toute cette jeunesse-là, selon vous? De l'espoir, de la force, et avant tout du courage, et aller de l'avant. Car c'est un homme qui revient de loin. Donc, de tenir ses engagements et garder l'espoir, tout simplement. Pour nous et pour le monde, tout simplement. Merci. Tu crois ? Ici, concrètement. Alors, je suis Jean-Henri Révigné-Ingueza. Je communiquais sur le thème de l'évolution de la pensée politique de Léomba, de 1919 à 1967. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il convient de retenir concrètement par rapport à votre communication?
Mais par rapport à ma communication, il convient de retenir que la trajectoire politique du président Léomba n'a pas été linéaire. Nous la déclinons autour de 4 séquences chronologiques. Première séquence où nous l'avons intitulé le progressiste intrépide, qui finit donc en déportation. Elle va de 1919 à 1945. Au sorti de la Seconde Guerre mondiale, avec l'ouverture à l'Union française, on a donc affaire à un patriote pragmatique, c'est-à-dire il revient au Gabon, il continue d'être ostracisé par l'administration coloniale et le clergé, et se donne les moyens de pouvoir faire face. Il élargit sa base politique, il se rallie à Paul Ngonjou, qui vient de créer le BDG, qui est une structure interterritoriale avec des soutiens en Côte d'Ivoire. Ensuite, il décide également de soigner ses alliances. C'est ainsi qu'il rejoint les Frères de la Lumière, il devient franc-maçon. Et en 1956, donc, qui est le terme de cette séquence-là, avec la loi cadre, on va avoir un Léomba qui s'est affirmé, malgré l'opposition de l'administration et du clergé, comme étant un leader incontournable, sur le plan communautaire, sur le plan politique, sur le plan... Bon, donc ensuite, on a le francophile décomplexé, déjà avec la loi cadre, mais également avec le référendum sur la communauté franco-africaine. On va avoir un Léomba qui va clairement s'afficher main dans la main avec le pouvoir de Paris, qui va donc le conduire à avoir une posture qui va faire les choux gras de ses contemporains, à savoir que pendant qu'on parle des dépendances, lui, il parle plutôt de départementalisation. Il propose de faire du Gabon un département d'outre-mer, comme la Martinique et la Guadeloupe. Mais il faut recentrer les choses dans leur contexte. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui refusait l'indépendance ou l'indépendance, mais c'est le contenu qu'il y avait à donner. Justement, vous avez résumé tout ce parcours-là en termes de ce que les gens doivent retenir concrètement. Vous avez résumé ce parcours en combien de phrases? Moi, je le retiens en une seule chose. L'héritage que nous retenons de Léomba, c'est que c'est un... Donc, la leçon qu'il faut retenir de Léomba, c'est que c'est un patriote passionné de son pays. À savoir que l'objectif de sa lutte, c'était l'émancipation de ses frères de race. Cette émancipation pour deux choses. Pour gagner en dignité et pour améliorer les conditions d'existence. Simplement que Léomba n'était pas un ange, Léomba n'était pas non plus un démon, c'était un politique. Il s'est donc donné les moyens de pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais il y a une constance dans l'action politique de Léomba, elle tient en 3 mots. Voilà. Il y a donc d'une part le travail, d'autre part l'ordre, et troisièmement la probité. Tout ceci résumé en un mot, ou un groupe de mots, Gabon d'abord. Il invite ses congénères, ses compatriotes, à mettre au-dessus de toute autre considération l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt de la nation. Comment vous jugez un peu de l'opportunité de ces hommages-là aujourd'hui? Écoutez, nous pensons que historiquement, le devoir de mémoire s'imposait à nous. Nous, Gabonais, parce que c'est le premier président de la République gabonaise. Nous, je prends mon cas, de la génération des années 60. Moi, je suis né en 61, donc je suis un enfant des indépendances. Il était important de pouvoir commémorer donc cet événement. Et la rencontre de Paris, c'est vrai que d'aucuns se demandent pourquoi Paris. Moi, je suis de ceux qui pensent plutôt pourquoi exclusivement Paris. Est-ce qu'on ne devrait pas également organiser les mêmes hommages au Gabon? Mais cela s'imposait. Parce que nous pensons que cet homme a été le premier président de la République gabonaise et il s'est battu pour un idéal. Il nous laisse un pays, un héritage qui se résume, encore une fois, en un mot, Gabon d'abord. Merci derrière par rapport à cet hommage aujourd'hui. Eh bien, moi j'ai été le 2e directeur de la Fondation Léomba et ce pendant plus de 20 ans. Et vous avez actuellement Jacques Lebras, qui est l'actuel directeur de la Fondation Léomba. Cette fondation donc fait en continuité depuis 50 ans
la surveillance des maladies infectieuses et aide à mettre en place des programmes de santé en Afrique, particulièrement sur les maladies infectieuses. Et aujourd'hui, un tel hommage rendu 50 ans après, qu'est-ce que ça vous fait ça? Comment vous jugez un peu de l'opportunité d'un tel hommage? La continuité, c'est-à-dire que nous nous posons la question donc de fêter éventuellement à Libreville les 50 ans de cette fondation qui est à l'initiative de Léon Mba. Et on voit bien dans les différentes présentations qui ont lieu aujourd'hui qu'il y a un esprit qui avait été assez prémonitoire au plan des arts, mais aussi au plan donc des sciences de la santé, et que cette continuité, on aimerait bien la voir perdurer. Vous avez parmi les panélistes, est-ce qu'on peut savoir un peu, qu'est-ce que vous avez porté comme message concrètement? Écoutez, le message, ça a été de rappeler comment et pourquoi le président Léon Mba a décidé de créer cette fondation. Il s'était rendu compte qu'il y avait des grands problèmes à régler, qu'il y avait un grand fossé concernant les maladies infectieuses graves entre l'Europe qui avait les moyens et l'Afrique qui ne les avait pas. Et il voulait améliorer la situation et il voulait former des jeunes médecins français qui allaient travailler dans des organismes non gouvernementaux, mais surtout aussi améliorer la formation des jeunes médecins gabonais qui allaient faire les cadres des grands services hospitaliers. Et donc, il a souhaité beaucoup le faire. Et manifestement, mon propos, c'est de penser qu'il a eu raison, puisque 45 ans après, la Fondation existe toujours, est mondialement connue, a des activités importantes, toujours de formation et de recherche, en liaison bien sûr, un peu avec Franceville et son institut de recherche, mais surtout avec Franceville et son Libreville, pardon, et son université. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces hommages-là dégagent en termes de message? Le message, c'est celui donc de la continuité. Il a été dit à multiples reprises aujourd'hui qu'il y avait un aspect prémonitoire, un aspect d'exigence. Et à la fois cette exigence et la conscience des besoins qui étaient à l'époque encore difficiles à formuler, reste dans l'objet de la Fondation Léon Mba inchangé. 50 ans après, ce qui a été défini par Léon Mba et avec Charles de Gaulle est quelque chose qui vit toujours.